Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube du collectif Les Mots du Silence. Je m'appelle Anna Vicente et je suis le porte-parole du collectif. Si vous souhaitez découvrir mon histoire, vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouvera dans le descriptif de la vidéo. Cette semaine, je voulais revenir sur une question qui revient dans 99% des conversations que j'ai avec les victimes ou avec les proches de victimes, ou même avec les gens qui interagissent sur la page Facebook avec nous. C'est pourquoi ne pas en avoir parlé avant et pourquoi n'en parler que maintenant. Je tiens à préciser que ce ne sont pas les victimes qui posent cette question. D'ailleurs, elles ne la posent pas parce qu'elles savent pourquoi elles ont mis autant de temps à en parler. Mais je trouve qu'il y a beaucoup trop de jugements autour de cette question et je trouve important de répondre aux gens pour expliquer pourquoi une victime met autant de temps à en parler et pourquoi parfois elle peut parler 20 ans plus tard. Après, il y a des exceptions où les victimes en parlent dans les 6 mois après que ça ait eu lieu, mais c'est pas une majorité des cas. Je commencerai la réponse à cette question par un texte que j'ai trouvé sur mémoiretraumatique.org qui en fait révèle un réel problème de société. Les violences sexuelles commises sur les enfants, il faut éviter de parler d'abus sexuels, terme qui peut sous-entendre qu'un acte sexuel serait possible s'il n'était pas abusif, font partie des violences les plus impensables et les plus insensées. Elles peuvent être commises sur des enfants très jeunes, voire même des bébés. En cela, elles génèrent chez les agresseurs, qu'il vaut mieux nommer pédocriminels plutôt que pédophiles, des stress encore plus extrêmes puisqu'il s'agit de violences inouïes et des disjonctions encore plus violentes avec des quantités très importantes de drogues dissociantes sécrétées par le cerveau et donc des addictions sévères à ces violences. Ces prédateurs deviennent des toxicomanes à la pédocriminalité, avec une dépendance à cette violence extrême qu'ils recherchent en permanence, mettant en œuvre des stratégies et des scénarios très élaborés pour piéger les victimes. Le plus souvent, ils agressent toute leur vie de nombreux enfants avec une longue carrière de criminels. Ils peuvent commencer tôt, à l'adolescence, puis continuer dans le cadre de leur famille. Leurs enfants, leurs neveux et nièces, dans le cadre de leur travail, qu'ils peuvent choisir en fonction de la possibilité qu'il offre de côtoyer de près des enfants, comme les enseignants, les éducateurs, les entraîneurs sportifs, professionnels du soin, etc. Ou de la possibilité de faire des voyages professionnels dans des pays où ils pourront accéder facilement à des enfants en situation de grande vulnérabilité ou prostitués, puis dans le cadre de leur fonction de grands-parents. Parallèlement, ce sont aussi fréquemment des producteurs et des consommateurs de pédopornographie, photos, vidéos par l'intermédiaire des sites internet, et de prostitution infantile. Il est donc essentiel de tout faire pour arrêter le plus tôt possible ces agresseurs, de les confronter à la loi et de les traiter avant qu'ils ne deviennent de redoutables prédateurs. Pour cela, il faut les identifier et surtout repérer les victimes et les prendre en charge aussitôt. De plus, il est très rare qu'une victime d'un agresseur soit la seule à avoir subi des violences sexuelles. Que ce soit dans une famille, dans une institution ou autre, il est essentiel de chercher d'autres victimes potentielles et de protéger les autres enfants. Si après la lecture de ce texte, vous êtes persuadé que de dire à la victime « on va régler ça entre nous », sous-entendu en silence, que c'est la solution, vous n'avez rien compris. En taisant les faits que la victime vous raconte, vous ne protégez pas la victime, vous protégez son agresseur. Et je le répète, comme je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, dans 80% des cas, la victime connaît son agresseur, c'est un proche. Cette habitude de vouloir régler ce problème dans la sphère privée crée de la culpabilité et de la honte chez la victime, et c'est souvent pour ça qu'elle se tait. Ah, la culpabilité de la victime. Souvent, la famille met de la culpabilité sur la victime sans forcément se rendre compte de la culpabilité que l'agresseur a déjà mis sur la victime. En fait, vous ne pouvez pas imaginer l'ampleur de l'emprise qu'a l'agresseur sur sa victime. Mon agresseur m'a toujours dit, pendant ces longues années où ça se passait, que c'était moi qui provoquais ça. C'est sûr qu'à y repenser, une petite fille qui se balade en chemise de nuit, ça donne envie de la violer. C'est ironique, je précise. Oui, parce qu'il disait que la petite fille de 5 ans que j'étais, qui se balade en culotte, en chemise de nuit, en robe, le provoquait. Donc finalement, moi, enfant de 5 ans, c'était de ma faute. Vous trouvez ça aberrant? Moi aussi.
Et souvent, la victime va mettre des années à se rendre compte qu'elle n'est pas coupable et qu'elle n'a pas provoqué ces événements. Donc elle va vivre dans la culpabilité pendant des années, voire même quand elle a déjà été reconnue victime. En aucun cas, la victime n'est responsable de ce qui lui est arrivé. Si vous regardez ma vidéo et que vous vous dites toujours, après tout ça, que la victime a forcément sa part de responsabilité dans son agression, alors pour moi, vous êtes d'accord avec la pédocriminalité et vous soutenez la culture du viol. Vous allez peut-être trouver ça choquant ce que je dis, mais j'ai absolument pas honte de le dire. Remettez-vous en question, ne remettez jamais la victime en question. Personnellement, ma culpabilité m'a amené à maintes et maintes tentatives de suicide, parce que la première question qui m'a été posée, ça a été « mais qu'est-ce que t'as fait pour que ça t'arrive ?» Les enfants, face aux adultes, sont dans une grande situation de vulnérabilité et d'assujettissement, du fait de leur dépendance affective, physique et matérielle totale, de leur impuissance, de leur immaturité psychique, physiologique et neurologique, de leur manque d'expérience et de leur manque de connaissances, particulièrement dans le domaine de la sexualité, et de leur situation d'être en construction et en devenir. Les violences sexuelles commises envers les enfants par un adulte de la famille ou par un adulte ayant autorité constituent de ce fait, en plus de l'atteinte à l'intégrité physique et psychique, un grave abus de confiance et de pouvoir de la part d'adultes. Elles génèrent chez l'enfant un sentiment de trahison qui entraînera même à l'âge adulte une absence de confiance vis-à-vis du monde, avec la sensation de ne pas pouvoir y appartenir et de s'y sentir complètement étranger. Cette absence de confiance s'accompagnera souvent d'une peur vis-à-vis de toute relation intime avec autrui. Les enfants, victimes de violences sexuelles sur leur lieu de vie, vivent dans un climat de grande insécurité et de terreur. Toute leur énergie passe dans la mise en place de stratégies de survie et de défense. Et quelques années plus tard, je me dis mais sérieusement, personne ne demande à mon agresseur pourquoi il m'a fait ça. Personne ne se demande pourquoi il a fait ça. Alors, vous avez toujours envie de régler ça dans la sphère privée ? Je sais que je peux choquer, mais vous n'êtes en aucun cas habilité à régler vous-même ce problème. Justement, il existe des professionnels capables de traiter ce problème, et l'issue pour le pédocriminel, c'est d'aller en prison. Il n'y a pas d'autre issue possible. Ou plutôt, il n'y a pas d'autre issue acceptable. Parce que comme dit avant, si vous pensez que le pédocriminel ne va pas recommencer, vous vous trompez. Et d'ailleurs, si vous pensez que ce que le pédocriminel a fait est une exception, vous vous trompez aussi. Sachez que du moment où vous agissez comme il le faut, que vous faites ce qu'il faut, même si le pédocriminel est de votre famille, vous n'avez pas à avoir honte. Vous avez fait ce qu'il fallait pour la victime, donc ce n'est pas à vous d'avoir honte. Vous n'avez pas à répondre des actes que le pédocriminel a faits. Ce n'est pas de votre faute. Mais je le répète, il faut absolument protéger la victime. Et pas la protéger comme vous pensez qu'il faut le faire. Il faut absolument amener le pédocriminel devant la loi. C'est à la loi de décider ce qui doit lui arriver. Ensuite, ce qui retient les victimes, c'est la honte. La honte finalement d'avoir provoqué l'agresseur, parce que la victime est persuadée que c'est de sa faute. Pour ma part, j'ai pendant des années été persuadée, et surtout enfant, que c'était moi qui provoquais ce que le pédocriminel me faisait. J'étais persuadée que c'était moi qui provoquais mon agresseur. Avec le recul, maintenant, je sais bien que non. Mais il y a quand même un petit peu de culpabilité qui reste, toujours. De ne pas en avoir parlé avant, de ne pas avoir fait les choses comme il fallait. Et en fait, en aucun cas, la victime est responsable, et souvent, elle a bien du mal à s'en rendre compte. En fait, plus la victime aura honte, et plus l'agresseur sera sûr qu'elle ne parlera pas. Et c'est très très important de prendre cet élément en compte. Et souvent, la victime donc se mure dans le silence, et finalement la société donne raison à la victime, parce que la société juge la victime au lieu de juger instantanément son agresseur. On se pose toujours des questions sur la victime, par contre on se pose pas souvent des questions sur l'agresseur. Alors vous pouvez vous focaliser sur la victime, mais pour parler de sa souffrance, pas pour parler de qu'est-ce qu'elle a fait pour provoquer ça ou pour la juger. Je vous rassure ou pas, la victime se jugera bien assez elle-même. L'agresseur est un monstre, point barre. Pour finir, il y a le déni ou la mémoire endormie. Je pense que j'ai pas besoin de vous décrire à quel point, ou de vous faire comprendre à quel point quand on vit un viol ou un inceste, c'est vraiment horrible. Surtout quand c'est vécu à répétition. Je dis toujours que quand pour moi ça se passait,
Mon esprit sortait de mon corps. Eh bien, il y a d'autres victimes qui réagissent autrement. Elles occultent pendant des années et en fait, elles n'arrivent pas à mettre des mots sur leur mal-être. Parfois, des victimes réagissent 30 ans, 40 ans, 50 ans après. Et vous savez ce qui s'ajoute à leur souffrance? Le délai de prescription. D'ailleurs, je me souviens encore de ce que l'un des inspecteurs a dit. Mais madame, vous arrivez 15 ans trop tard. Sérieusement? Tu penses pas que si j'avais pu venir avant, je serais pas venue avant? Il a vraiment fallu faire des choix difficiles pour en arriver là, pour pouvoir aller porter plainte. Quand j'ai porté plainte, je savais que je renonçais à une partie de ma famille. Ils me détesteront à vie pour ce que j'ai fait. Je l'ai accepté, c'est pas grave, hein. Et des sacrifices, j'en ai fait assez, donc pitié, arrêtez de me dire que je suis arrivée 15 ans trop tard. Je peux vous dire que, en tant que victime d'inceste par un proche, quand j'en ai parlé, je savais les sacrifices que je faisais, j'ai fait ces sacrifices-là. J'ai pas besoin qu'on me dise que j'en fais. Je le sais. Alors pitié qu'on arrête de me dire que je suis arrivée 15 ans trop tard. Et d'ailleurs, les victimes qui se réveillent à 40 ans, leur vie se fracasse d'un seul coup, parce que non, c'est pas normal d'avoir des souvenirs où on se fait violer par tonton, par papy, par le bon ami de la famille. Non, non, c'est absolument pas normal et c'est pas agréable non plus. Comme je le dis tout le temps, c'est pas un acte anodin, même si ça n'a été fait qu'une seule fois, l'agresseur sait très bien ce qu'il fait, il a pas cédé à une seule de ses pulsions, parce qu'en fait vous n'êtes pas la seule victime. L'agresseur sait très bien ce qu'il fait, il brise la vie de la victime. L'agresseur est absolument pas innocent dans ce qu'il fait. Absolument pas. Et d'ailleurs, souvent, la victime qui ne s'est pas défendue a du dégoût envers elle-même parce qu'en fait elle n'a pas su gérer ses émotions. Ces violences sont très souvent répétées et durent parfois de nombreuses années, comme l'inceste, avec l'obligation de rester en contact avec l'agresseur. Elles ont des conséquences psychotraumatiques dramatiques. Les violences sexuelles répétées sont de plus en plus traumatisantes et aboutissent à l'installation d'une mémoire traumatique qui génère une souffrance intolérable. L'enfant, s'il n'est pas protégé, pris en charge et soigné, n'a pas d'autre possibilité pour survivre que de mettre en place des stratégies de défense qui passent par un état dissociatif permanent, avec une anesthésie émotionnelle et une dépersonnalisation. Du fait de cet état permanent, les violences paraissent irréelles, comme si elles n'avaient jamais vraiment existé. Et ces stratégies de survie sont souvent responsables, après la fin des violences, de longues périodes d'amnésie psychogène, les souvenirs pouvant revenir longtemps après à l'âge adulte, à l'occasion d'un lien, d'une autre agression, d'une rencontre amoureuse, d'une naissance, d'un enfant qui a atteint l'âge auquel les violences ont commencé, d'un deuil, d'une intervention chirurgicale et plein d'autres choses. Par cette vidéo, ce que j'essaye de faire comprendre, c'est arrêter d'accuser les victimes, arrêter de les culpabiliser, elles se culpabilisent et elles s'accusent déjà assez elles-mêmes. Et justement, ce sont les victimes qui vivent les plus grosses injustices. Non seulement les violences sexuelles sont très rarement identifiées, les agresseurs encore moins dénoncés, les conséquences sur la santé quasiment jamais dépistées ni traitées, mais le plus souvent, les victimes vont être abandonnées, rejetées, exclues, condamnées du fait de leurs symptômes, sommées de s'expliquer et de se justifier par rapport aux troubles du comportement et des conduites qu'elles développent fréquemment. Ce sont elles que la société va culpabiliser. Ce sont à elles que les proches et les intervenants vont faire sans cesse la morale. Ce sont elles qui vont être méprisées. Les victimes de violences sexuelles restent fréquemment sans secours, mais de plus, leur agression est ignorée, voire niée, et l'agresseur n'est absolument pas inquiété. Leurs blessures, leurs symptômes, au lieu d'être soignés et pris en compte, leur sont continuellement reprochés, comme si elles en étaient seules la cause par leur inconscience, leur caprice, leur paresse, la mauvaise volonté, leur égoïsme, leur ingratitude, leur provocation, leur faiblesse de caractère, quand ce n'est pas leur méchanceté, leur agressivité, leur vice ou leur folie qui leur sont reprochés. Et il arrive souvent que la famille, les proches, les enseignants, les professionnels du social et de la santé se plaignent de n'avoir pas vraiment de chance d'être obligés de s'occuper et de supporter des personnes aussi problématiques, sans qu'aucun ne s'interroge sur ce qui a pu bien se passer et leur arriver, ni sur le fait qu'une aussi grande souffrance doit forcément venir de quelque chose. Étrangement, tout le monde a tendance à accepter très facilement que tous ces symptômes graves, comme la douleur morale, les tentatives de suicide, l'automutilation,
les fugues, les conduites à risque, particulièrement sexuelles, addiction, dont alcoolisme et toxicomanie, dépression, phobie, crise d'angoisse, insomnie, troubles des conduites alimentaires, se soient développées, comme par génération spontanée. C'est dû à la malchance, ou bien ces enfants et ces adolescents ont dû être trop gâtés, trop couvés, ou encore ils ont dû avoir de mauvaises fréquentations, ou enfin ils sont nés comme ça, c'est dans les gènes, c'est de la faute à personne. Cette absence de reconnaissance des violences est due à une tradition de déni de la réalité des violences sexuelles en général, et en particulier de celles faites aux mineurs, notamment des incestes. Il s'y ajoute une tradition de sous-estimation de leur gravité et de leur fréquence, une tradition de banalisation et de tolérance, voire de justification, idées reçues sur la sexualité masculine et féminine, stéréotypes sexistes, et également une méconnaissance généralisée de la gravité de leurs conséquences sanitaires et sociales. Les conséquences concernent la santé, psychique notamment, les capacités cognitives, les apprentissages, la socialisation, la vie sexuelle et amoureuse. Elles augmentent considérablement les risques de conduite à risque, de marginalisation et de délinquance, les risques d'être à nouveau victime de violences et d'en devenir un auteur. Ces conséquences sont en rapport avec des mécanismes psychotraumatiques largement méconnus. Au lieu d'accuser les victimes, aidez-les à trouver des solutions. C'est comme ça que vous les aiderez vraiment, c'est comme ça que vous ferez bouger les choses. Au lieu d'accuser les victimes, aidez-les à trouver des solutions. C'est comme ça que vous les aiderez vraiment, c'est comme ça que vous ferez bouger les choses. Et c'est comme ça que vous contribuerez à faire changer les choses, changer les mentalités, changer la loi. C'est déjà la fin de la vidéo, et si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à m'écrire pour me le dire. Si vous souhaitez nous contacter, vous pouvez nous contacter donc sur l'adresse email qui va s'afficher à la fin de la vidéo, ou par Messenger sur notre page Facebook. Et je tiens à remercier vraiment toutes les personnes qui nous ont envoyé des messages de soutien par rapport au reportage qui a été diffusé sur France 3 le lundi 8 mars. Merci beaucoup parce que c'était incroyable, on n'arrêtait pas de recevoir des messages et on ne pensait pas du tout avoir une solidarité pareille en passant à la télé. Donc merci beaucoup et merci encore à France 3 pour la visibilité qu'ils nous ont donnée. Et ça m'a vraiment encouragée à continuer à donner la parole aux victimes, à briser vraiment ce silence autour de tout ça. Je vous remercie parce que vous êtes vraiment formidables.